merci aux organisateurs, Leïla Abid, Salam Abdesalem. Ça me fait très plaisir d'être de nouveau parmi vous et à Djerba en plus. Bon, alors les topos précédents m'ont compliqué la tâche, mais ils m'ont également facilité puisque beaucoup de choses ont été dites. Néanmoins, il y a un vrai challenge. Bon, je vais vous dire, on aime bien la metformine de toute façon, et je vais vous dire, on aime bien les inhibiteurs du SGLT2 de toute façon, et en plus, il y a quelques laboratoires qui m'invitent à parler de tout ça. Donc, je suis reconnaissant, mais j'ai quand même des idées un peu particulières que je vais essayer de défendre, et donc je vais vous convaincre certainement là-dessus. Tout d'abord, les agonistes du GLP1 font perdre du poids plus que les inhibiteurs du SGLT2. C'est plus hypoglycémiant, mais ça n'induit pas d'hypoglycémie. C'est plus puissant que les inhibiteurs de SGLT2. Ça a des effets anti-athérosclérotiques démontrés. J'ai bien entendu l'étude là, qui vient de sortir sur Langor, je vais lire avec attention. Il n'y a aucun mécanisme pour expliquer les effets des inhibiteurs du GLT2 sur l'artère, alors qu'il y en a plein avec les agonistes du GLP1. Ça induit une légère baisse de tension. C'est safe vis-à-vis des hypoglycémies et de tous les effets indésirables globalement, ça a été largement testé, et en plus, c'est un effet favorable sur la maladie hépatique non alcoolique, on dit la NASH ou la MASH maintenant. Alors, voilà deux images sur le poids. Voilà, on peut retenir une perte de 2,5 à 3 kg comparativement au placebo, avec des mesures d'hygiène de vie associées dans les études contrôlées. Et puis, il y a un nouveau médicament qui est en fait un ancien surdosé, le liraglutide. Vous avez ici Victoza, et ici c'est surdosé, ça s'appelle Saxenda en France, 3 mg, que l'on dédie aux obèses sans diabète. Et voilà l'effet. Regardez par exemple le critère perte de 10% du poids du corps, 33%. Un patient sur 3 perd plus de 10% du poids corporel. Et puis un nouveau venu, le sémaglutide, non, pas nouveau, il y a une dose pour le diabète, il y a une dose pour l'obésité. À bonne dose, 2,4 mg en injection une fois par semaine. Regardez la perte de poids moyenne, moins 16% du poids. On n'a jamais vu ça. Et en analyse catégorielle en bas, plus de 15% du poids du corps, la moitié des patients ont perdu plus de 15%. 35% ont perdu 20%. Vous vous rendez compte? Ils ont perdu 20 kg en moyenne. Ça fait presque aussi bien que la chirurgie bariatrique. Donc c'est très puissant sur le poids, cette gamme thérapeutique. Ici, ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau, on met ensemble plusieurs études, même si ce n'était pas des face-face, mais dans l'ensemble, on peut retenir l'image en haut à droite, que la baisse d'hémoglobine glyquée est bien plus ample avec les agonistes du GLP1 qu'avec les inhibiteurs du SGLT2. Alors, bien sûr, les niveaux de preuve dans la prévention cardiovasculaire, ils ont été évoqués avec les autres classes thérapeutiques. Regardez ici la grande panoplie d'études qui ont été menées et qui sont rassemblées ici dans une méta-analyse. Vous savez que dans ces études, on a une cohorte de prévention secondaire, en général majoritaire, et puis des cohortes de prévention primaire avec facteur de risque. Globalement, moins 15%, moins 15%. Moins 15% de mortalité cardiovasculaire. C'est la première fois en diabétologie qu'on voit ça. Ça a été démontré, première étude de la série Leader. Moins 19% sur les AVC, et là, ça fait mieux que les inhibiteurs du SGLT2. Il n'y a pas l'équivalent avec inhibiteurs du SGLT2 sur les AVC. Alors, ce serait simple de dire finalement cette famille thérapeutique pour tout le monde, mais y a-t-il un profil patient qui répond mieux? En fait, oui. Les patients avec antécédents cardiovasculaires, donc la sous-population avec antécédents cardiovasculaires, une réduction de 14% du MACE 3 points, tandis que sans antécédents cardiovasculaires, on tend vers la gauche, mais ce n'est pas significatif. Il y a une bonne tendance, mais ce n'est pas significatif. Et il y a, selon certaines études, interaction, c'est-à-dire un meilleur résultat quand il y a un antécédent cardiovasculaire. Alors, vous allez dire, donc je vais donner ça qu'aux patients qui ont une histoire cardiovasculaire. Et en fait, il y a la même analyse avec les inhibiteurs du SGLT2. Vous voyez, partie haute, la cohorte avec pathologie cardiovasculaire, que ce soit sous GLP1 ou sous inhibiteurs du SGLT2, même résultat favorable. Et en bas, facteurs de risque multiples, donc prévention primaire, même résultat sur la ligne d'équivalence. Ça marche beaucoup moins bien. Mais ça va quand même plutôt bien.
plutôt favorable. Néanmoins, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir traiter beaucoup plus de patients en prévention primaire qu'en prévention secondaire pour avoir la même réduction d'effet. Alors, on dit bien sûr inhibiteur GLT2 pour l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas photo, mais quand même, la tendance est bonne. Avec les agonistes du GLP1, vous voyez une réduction de 9% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans cette méta-analyse. Et puis, voilà le scoop là, de cet été. Sémaglutide à dose anti-obésité, 2,4 mg par semaine, donné à des obèses avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. La perte de poids, vous l'avez là, 13% de perte de poids. Et vous avez l'amélioration de la capacité fonctionnelle, capacité physique, qui est mise en évidence. Ce n'était pas une étude de safety, il faudrait montrer ça sur une plus large cohorte, mais ça va dans le bon sens et c'est un résultat énorme qui vient nous dire qu'en perdant beaucoup de poids, on arrive à améliorer la fonctionnalité au moins de ces patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, muni de tout ça, évidemment, les recommandations se sont agitées. J'ai fait partie des recommandations européennes de 2019. Et puis, un peu dans la ligne, j'ai managé ici avec Patrick Henry la recommandation française SFC sur l'évaluation du risque coronaire. Et on dit cela, il faut évaluer le risque coronaire à tous les patients diabétiques. Le risque peut être d'emblée élevé, en haut, parce qu'il y a une macroprotéinurie, parce qu'il y a une insuffisance rénale sévère, c'est ce qu'on appelle une atteinte sévère d'organes cibles, ou bien ce n'est pas le cas, mais le score de calcification coronaire est un des modificateurs du risque, et s'il est élevé, le patient peut aussi rejoindre le contingent des patients à très haut risque. Et c'est là qu'il ne faut pas louper la cible. Tous ces patients à très haut risque doivent bénéficier de ces traitements, agonistes du GLP1 ou inhibiteurs du GLT2, avec certaines tendances que je vais essayer d'affiner un tout petit peu. Et quand le score de calcification est élevé, ça veut dire athérome, ça veut dire un patient qui ne se plaint de rien, mais qui est déjà dans la maladie coronaire. Donc, ce sont des patients de prévention primo-secondaire, on va dire. Ils ont la maladie athéromateuse déjà. Cette image vous a déjà été montrée. Quand la maladie athérosclérotique est là, le risque est très élevé, il n'y a pas de discussion. Mais vous avez aussi, on pourrait dire, pratiquement ici, cette zone intermédiaire qui doivent correspondre à la maladie athérosclérotique subclinique que l'on met en évidence avec ces marqueurs et dans lesquels il y a un bénéfice à attribuer l'une de ces familles thérapeutiques. Alors, les petites nuances, et ici ce qu'on a essayé de faire dans cet article qui est sous presse avec diabéto, cardio, néphro, de se dire, ben voilà, il y a les guidelines, comment on gère tous ces guidelines? Il y a des bonnes tendances, mais il y a quand même quelques distinctions entre les deux. Tous les guidelines disent évaluer le risque, et c'est ça que je vous encourage à faire. L'ESC donne un score là récemment qui est intéressant, mais finalement le score français, je vous le recommande, parce que c'est français bien sûr, mais non, mais il est bon. Il est bon. Et c'est l'algorithme qu'il faut défendre. Alors en bas, vous avez les petites nuances. En fait, il n'y a pas photo. On va privilégier l'inhibiteur de GLT2 quand il y a l'insuffisance cardiaque, quand il y a une atteinte rénale. Mais à gauche, finalement, ce sont ces patients athérosclérotiques. Eh bien, il y a un effet démontré des agonistes du GLP1 sur la maladie artérielle périphérique et les AVC qu'il n'y a pas avec inhibiteur du SGLT2. Il y a un effet anti-obésité qui concerne bien sûr beaucoup de nos diabétiques de type 2, qu'il n'y a pas avec inhibiteur du SGLT2. Donc vous voyez comme ça des profils patients se dessiner. Pour terminer, alors le premier choix, oui, et je vais dire, je prends l'historique ou le continuum diabétique chez un patient coronarien. L'Euro Heart Survey et d'autres études ont montré, bien sûr, un tiers des coronariens ont un diabète connu, mais quand vous regardez la glycémie de ceux qui n'ont pas de diabète, la glycémie à jeun, elle est élevée dans 20% des cas. C'est la petite colonne. Fasting plasma glucose, 20% des cas. Vous faites un test oral au glucose, 60% de cas. 60% des coronariens sans diabète connu ont une anomalie glycémique, diabétique ou non diabétique. Et ce diabète méconnu aggrave le pronostic. Ça bloque. Messieurs les modérateurs, je vais avoir une minute de plus.
pardon, alors en arrière, excusez-moi. Voilà. Et bien, du nouveau encore, avec sémaglutide, un médicament anti-obésité, figurez-vous que ça prévient le diabète. Ici, des obèses avec un prédiabète en jaune. Ce jaune, il baisse terriblement sous sémaglutide alors qu'il augmente sous placebo. Très efficace dans la prévention du diabète. Très efficace quand on perd beaucoup de poids. Donc vous me voyez venir, un coronarien prédiabétique, il faut lui donner sémaglutide ou un inhibiteur, ou pardon, un agoniste du GLP-1 puissant. Ici, c'est la recommandation française qui date de quelques années que nous sommes en train d'actualiser sur le syndrome coronaire aigu pour dire soyez attentifs à l'hémoglobine glyquée. Si l'hémoglobine glyquée dit diabète, il y a diabète. Si l'hémoglobine glyquée est normale, allez jusqu'à la charge orale en glucose pour dépister un diabète méconnu ou un prédiabète méconnu. Alors ici, je vous donne un scoop. On est en train d'affiner cette mise à jour en France de la recommandation de la prise en charge du diabète à la sortie de l'USIC. Deux situations. C'est un événement ischémique lié à la maladie athérosclérotique, on privilégie agoniste du GLP-1. C'est une insuffisance cardiaque, on privilégie inhibiteur du SGLT2. Et puis après, il y a quand même des nuances selon la situation rénale. Alors oui, bien sûr, s'il y a une insuffisance rénale modérée avec un DFG entre 30 et 60, inhibiteur du SGLT2 trouve sa place, mais quand l'insuffisance rénale est trop sévère, on peut continuer l'agoniste du GLP-1, qu'on ne peut pas faire avec l'inhibiteur du SGLT2. C'est le dernier point. Ça a déjà été évoqué, je vais aller vite. Dans toutes ces études, on a pris le soin de démontrer l'efficacité de ces agonistes du GLP-1 indépendamment de la situation métabolique, du taux d'hémoglobine glyquée, et indépendamment du traitement antidiabétique précédent et indépendamment de l'insuline. Donc ça marche on top de tout ça. Alors effectivement, je termine. Donc nous avons, dans cette reco européenne 2019, été provocants en disant le diabétique est naïf de traitement. Ces diabétiques existent. Vous les avez quand ils sortent de l'USIC. Donc qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez la metformine ou bien vous donnez plus de chance aux patients en attribuant un agoniste du GLP-1? Vous tirez votre conclusion tout seul. Ici, donc, ça a été entériné effectivement par l'ESC 2023. On voit la situation cardiovasculaire et secondairement, on va gérer la glycémie avec les autres médicaments du diabète. Et la dernière, elle ne veut pas venir. La dernière, c'est juste un coup de pub. Voilà, on dit qu'il faut travailler entre cardio-diabétos. Je vous annonce ce diplôme international de sciences cardio-métaboliques et rénales que nous avons créé. Et donc, voilà, j'ai ouvert ce DU à l'université Mohamed VI à Casablanca avec le professeur Asma Chadli. Et donc, les Maghrébins et autres Africains sont invités à suivre cet enseignement éventuellement. Merci.